J'avais l'impression d'entrer dans un sous-bois. Quand je regardais cette toile, je marchais à travers des arbres, dans des percées de lumière. Je pouvais presque entendre le son des feuilles murmurer dans l'air, comme des paroles secrètes. Pour ceux qui les connaissent, les forêts franc-comtoises sont particulières, pourvues d'une aura magique. Le peintre Olivier Calame leur a dédié cette toile, à découvrir sur la Minute Histoire de l'Art. Ok, alors on est parti. Vous êtes sur la Minute Histoire de l'Art. C'est le tout premier podcast qu'on fait et j'ai l'honneur de le faire avec Chloé Calame, qui est une grande personne pour moi. Voilà. Donc Chloé, je te laisse te présenter, expliquer ce que tu fais et pourquoi tu es là. Mais explique qui tu es d'abord, ce que tu aimes, tout ça. Merci Romane. Moi, je suis en seconde année du master Art, Théorie et Pratique de l'École normale supérieure de Paris. Et en ce moment, j'ai la joie de vivre en Italie depuis quelques mois, à Bologne, où je fais un séjour de recherche et un Erasmus en même temps parce que j'adore me compliquer la vie. Donc voilà, en gros, je suis passionnée par l'art et par la radio. Donc la Minute Histoire de l'Art tombe plutôt bien. Okay. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Chloé, tu es venue vers moi la semaine dernière pour me parler d'une exposition qui se passe à Audincourt. Alors, Audincourt est en Franche-Comté pour nos auditeurs qui nous écoutent. La Franche-Comté est très loin de mon sud et de Bologne où se trouve Chloé. Mais en fait, c'est notre région natale, tout simplement. Et Chloé, tu as une très bonne raison de nous présenter cette exposition. Et oui, on n'échappe pas à ses origines. Et outre l'excellent fromage de cette région, à savoir le comté et la cancoyote. N'oublie pas le Mont d'Or aussi. On mange quand même beaucoup là-bas. D'accord, j'avoue qu'il y a aussi le Mont d'Or. Donc, outre ces fromages qui sont une excellente raison de passer quelques jours en Franche-Comté, à partir du 19 mai s'ouvre la première rétrospective des œuvres d'Olivier Calame. Alors en fait, c'est une rétrospective qui va concerner une partie de ses œuvres, la peinture en majorité. Parce qu'il faut savoir qu'Olivier Calame, c'est un artiste qui a travaillé beaucoup de techniques et de supports différents, notamment les vitraux, la gravure, la céramique, la mosaïque. Et donc, cette exposition vaut le coup parce qu'il y a eu un travail de restauration qui a été fait sur les toiles. Vous aurez la joie de découvrir un parcours chronologique savamment pensé, je pense. Et alors, la petite anecdote quand même, qui est Olivier Calame pour toi, Chloé? Pourquoi être si intéressée par cette exposition? Outre la qualité artistique qu'on peut reconnaître dans le parcours d'Olivier Calame, alors il y a deux raisons qui me poussent à vouloir parler de lui aujourd'hui. Bon, la première, c'est une raison purement émotionnelle. Il s'appelle Olivier Calame, je suis avec Chloé Calame. Effectivement, on est de la même famille, c'était mon grand-père. Et la seconde raison, c'est qu'en fait, c'est un peintre régional franc-comtois. Et donc, il fait partie, comme beaucoup de peintres régionaux en France, de peintres plus ou moins oubliés, plus ou moins occultés par l'histoire de l'art. Disons qu'il n'est pas monté à Paris, comme beaucoup d'artistes le faisaient à l'époque. C'était un problème dans une carrière d'artiste au XXe siècle. Et donc ton grand-père, Olivier Calame, dans certains de ses tableaux, de ce qu'on a pu voir et de ce que tu exposes du coup sur le... Donc il y a un Instagram que vous pouvez suivre, qui est Exposition Olivier Calame, si je ne me trompe pas. On le mettra. De toute façon, tout ce qu'on met, tous les petits renvois, on va les mettre dans la description de la vidéo. Voilà, donc pour ceux et celles qui nous écoutent, il suffira juste de regarder la description et tout sera noté dedans. En gros, suivez Exposition Olivier Calame, que vous soyez en Franche-Comté ou pas, parce que dans tous les cas, ça reste un artiste qui est hétéroclite, qui a réalisé beaucoup d'œuvres différentes avec des supports différents, comme disait Chloé. Donc, il ne faut pas hésiter à le regarder. Il est intéressant d'un point de vue histoire de l'art aussi.
Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc dans certains de ces tableaux, on parle de la Seconde Guerre mondiale. Chloé, est-ce que tu peux développer un petit peu, nous raconter des petites histoires, des petites anecdotes, par exemple? Je me souviens de la fête foraine. Donc, je rappelle ces dates. Il est né en 1921 et il est mort en 2002. Donc, il a fait la Seconde Guerre mondiale et il a fait partie de la résistance. Disons que de cette époque-là, la fête foraine, c'est un tableau qui est plutôt figuratif. Et en fait, cette période figurative va être intéressante pour expliquer son cheminement jusqu'à l'abstraction après-guerre. Disons que cette période figurative de la guerre des années 40 donne la matière en fait de réfléchir à comment il en est venu à dépasser la forme après la guerre. Et pour ça, d'ailleurs, il me semble qu'on avait prévu de parler notamment d'une toile romaine. Exactement. Je te laisse, vas-y, roue libre. Ça marche. Donc, je ne sais pas si tu pourras permettre aux auditeurs j'espère que tu pourras permettre aux auditeurs de voir cette toile. Bon, je sais pas, j'hésite, faut qu'il soit sage quand même. Moi, je veux des gâteaux en échange. À partir de là, on verra. Je rigole, évidemment. Ça peut être un bon deal. Donc, cette toile, on va l'appeler abstraction d'après-guerre, elle a été peinte vers 1960 et c'est une huile sur toile qui mesure 116 par 81 cm. Si on peut commencer par une analyse formelle, c'est-à-dire décrire ce qu'on voit. Donc, pour déparer cette analyse formelle, c'est-à-dire dire ce que l'on voit, on peut déjà commencer par parler des couleurs. Alors, Romane, je ne sais pas si tu as le tableau sous les yeux, mais il y a quand même une palette très particulière dans ce tableau. C'est-à-dire qu'on a toute une sorte de nuances de vert, rehaussées de certaines nuances de brun, qui vont par endroits presque jusqu'à des tons plus fauves, plus rouges, et on a une partie de nuances de bleu. Donc, une palette, qu'est-ce que t'évoque cette palette, Romane? Mais écoute, la première fois que je l'ai vue, alors faut pas se moquer, hein, mais les arabesques que ça fait m'ont fait penser à l'utérus et aux trompes et aux ovaires. Alors je sais, hein, il n'y a rien à voir avec ce que ça peut être, mais ça m'a fait penser à ça. Et puis à un papillon aussi, avec la lumière qui en ressort. Fait penser à une sorte de papillon, pas libellule, mais luciole. Voilà, c'est ce que ça m'a évoqué les quelques premières secondes où j'ai découvert le tableau. Et ensuite, on pense plutôt aux couleurs vertes des forêts. Exactement. C'est exactement ça. Alors, bon, ça t'a évoqué un utérus, très bien. C'est d'accord. Enfin, de toute façon, c'est un tableau qui joue beaucoup sur une logique de sensation. Et oui, effectivement, tu as mis le doigt sur quelque chose parce que la caractéristique stylistique d'Olivier Calame, si on peut en donner une principale, c'est la rondeur. C'est-à-dire qu'on retrouve même cette rondeur et dans sa période, dans sa jeunesse figurative, et dans les tableaux cubistes. D'accord, donc c'est quelque chose qui reste en lui dans ses créations tout au long de sa vie, finalement. Oui, la rondeur, c'est vraiment un trait qui caractérise son geste. Mmh. Et donc, effectivement, ensuite, tu vois une forêt. Et il y a tout un contraste, en fait, entre certaines figures qui peuvent parfois faire penser à des silhouettes qui semblent être un peu plus en avant, et cette zone de lumière qui semble être un peu plus en arrière. Mais pourtant, il n'y a pas de perspective dans le tableau. On n'a aucun repère spatial. Et en fait, maintenant, je vais te dire en quoi ça consiste. En fait, tu avais vraiment posé le doigt dessus en parlant de la forêt. Parce qu'en fait, cette abstraction, on peut la voir comme la synthétisation d'un paysage. La synthèse d'un paysage naturel et d'un paysage de forêt. Et en particulier d'un paysage que tu connais très bien, parce que tu l'as déjà expérimenté, les forêts franc-comtoises. Les forêts franc-comtoises qui ont cette lumière, cette aura si particulière. Alors, pour la petite anecdote, en fait, Chloé et moi avons grandi dans une maison juste à côté de la forêt. Et on allait très souvent jouer dans la forêt quand même. On chantait d'ailleurs pour éviter de se faire avoir par les chasseurs. Et effectivement, on avait un petit côté avec des marches
Tu te souviens, Chloé, de ce côté-là avec les petites marches, moi je l'appelais le côté des fées, les marches aux fées. Et Oui, oui, il y a cette lumière-là, tu as des rochers et tu as plein de verts différents, de nuances vertes. J'adore ce coin-là, justement, pour ça. oui, c'est très beau, c'est vraiment à visiter. C'est situé pas très loin du pont Sarrazin, qui est aussi un lieu du patrimoine naturel de la région, Un formé petit lieu par historique aussi sur sa ouais, légende, quand même très un, sympathique. Mm. un pont formé par l'érosion. Enfin voilà, c'est assez impressionnant à voir. Et donc, oui, c'est les souvenirs et les sensations que peuvent évoquer ce tableau pour ceux qui connaissent la forêt franc-comtoise. Pour revenir sur le parcours d'Olivier Calam et sur le processus de création, en fait, on peut dire que donc, cette synthèse d'un paysage naturel, celui de la forêt franc-comtoise, c'est un processus de libération du paysage. Pourquoi un processus de libération du paysage? Pourquoi l'appeler comme ça? Au Explique-moi. début de sa carrière d'artiste, Olivier Calam traite le paysage du point de vue figuratif dans les années 40. La fête foraine, c'est un paysage urbain, enfin, qui se situe plutôt dans une petite ville de campagne, mais il a aussi peint des paysages où on peut notamment reconnaître, par exemple, des clochers comtois. Il y a des éléments typiques du paysage franc-comtois des années 40. Après la guerre, il va y avoir un tournant, un passage à l'abstraction. Parce que ce qu'il faut peut-être rappeler aux auditeurs, c'est que les artistes, en fait, à partir du moment à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, où la photographie a été inventée, la question de la représentation s'est posée. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus besoin de représenter les choses telles qu'elles sont, puisque la photo était là pour le faire. Donc, en fait, cette invention de la photographie, ça leur a donné une grande liberté. C'est-à-dire que le but d'une toile n'était plus de représenter au mieux, de la façon la plus objective, le réel, et donc de faire une performance technique, mais de plutôt laisser place à leurs impressions. C'est-à-dire comme ça qu'est né le mouvement impressionniste. Mm. Donc en fait, d'aborder le réel d'une autre façon et d'un biais plus subjectif. Pour ce tableau, Olivier Calam part d'un paysage. On part d'un paysage qui existe, qu'on a devant nous, mais toute autre chose va en sortir. Ça va donner un univers de formes et de couleurs. La technique d'Olivier Calam pour travailler, elle est assez singulière pour un artiste du XXe siècle, parce qu'en fait, tu connais bien sûr Pollock, par exemple, Yes. qui est le grand représentant du dripping. Et bien lui, c'est pas du tout ça. Ah. Olivier Calam. Allez, Olivier donc Calam. vous voyez, hein, vous voyez bien. Bon, bah voilà, c'est l'inverse. Allez. Voilà, absolument pas ça. Olivier Calam, c'est une peinture sur chevalet. C'est pas une peinture qui se libère, qui sort de l'atelier, qui se crée d'une manière complètement spontanée. Non, on est à l'intérieur, donc. On est à l'intérieur. En fait, il navigue entre l'intérieur et l'extérieur parce qu'il part étudier, il étudie ses sujets d'avance, il tourne autour de son sujet, il réalise des croquis, des dessins préparatoires pour la forme, par exemple. Et après, il exécute la peinture. Donc, il y a toute une dimension de recherche. Il n'y a pas du tout la même spontanéité que pouvaient avoir certains artistes du XXe. Oui, effectivement, puisqu'on a, par exemple, Renaissance est un peu loin, mais effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui prennent chevalet et petite toile sous le bras et partent en pleine campagne peindre leur paysage sur le moment. Là, on est vraiment sur un artiste qui va en fait avoir un travail intellectuel avant pour ensuite le retranscrire Oui. ensuite. C'est ça? Oui. D'accord. Non pas que comme Monet, par exemple, n'est pas... le fait de sortir de l'atelier est un processus intellectuel pour les impressionnistes. Mais disons que lui, il va diriger son processus intellectuel, il va organiser son processus de réflexion autrement, voilà. Et donc, en fait, dans cette période-là, dans cette période de l'abstraction des années 60, Olivier Calam travaille surtout sur la lumière. Et c'est pas du tout anodin que dans sa carrière d'artiste, il ait beaucoup travaillé sur les vitraux. Sa peinture, ce tableau... Eh oui, cette peinture, ce tableau que vous avez sous les yeux, c'est une recherche sur l'ombre et sur la lumière, qui se vérifie surtout dans son œuvre à partir des années 50. Donc, je précise pour les auditeurs qui nous écoutent qu'Olivier Calam, qui était donc un peintre protestant, a beaucoup travaillé pour les temples de Franche-Comté, notamment du Doubs. Il a réalisé beaucoup de vitraux qui sont visibles à Audincourt, à Colombier-Fontaine.
et dans pas mal d'autres dans pas mal d'autres villages. Je ne pourrais pas tous les citer, mais j'en reviens à notre tableau. Donc, c'est une abstraction qui parle de lumière et d'ombre. Et en fait, cette abstraction, elle est particulière parce que c'est une abstraction sans être une abstraction. C'est-à-dire que c'est une représentation d'éléments naturels à travers le prisme du peintre, de l'esprit du peintre, et c'est une représentation d'éléments naturels extrêmement concrets. C'est-à-dire que c'est une matière. En fait, Olivier Calame libère le paysage parce qu'il va dans une autre dimension de sa représentation, qui est une dimension proprement sensorielle, mais en même temps qui intègre vraiment les données du réel et de la matière. C'est-à-dire qu'il va observer une lumière, il va observer une couleur et il va prendre ces éléments, cette matérialité pour la mettre dans le tableau. C'est-à-dire que l'arbre, par exemple, il ne va pas essayer d'en donner une photographie, de représenter sa forme. Il va, par exemple, essayer de donner une impression, une idée de ce qu'est la lumière, la qualité de lumière qui passe à travers les feuilles de cet arbre. On va en fait diriger notre attention vers d'autres données du réel, vers des données matérielles, des données sensorielles. C'est vraiment comme s'il prenait l'essence de la lumière caractéristique que l'on peut trouver dans les forêts de Franche-Comté et qu'il la donnait à voir, la donnait à sentir et donnait de l'émotion attachée à cette lumière sur cette toile. Et effectivement, je confirme parce que au niveau de l'émotion, parce que tu es en train donc de nous raconter tout ça et moi j'ai les yeux sur le tableau et je suis de plus en plus émerveillée. Et je conseille fortement nos éditeurs à regarder ce tableau-là justement parce que en t'écoutant, parce que c'est comme un petit spectacle en fait à vous deux, entre toi et le tableau, et c'est très très beau. Et oui, je suis un peu émue. C'est un très bon moment. Merci beaucoup. Bah non, merci à toi. Et donc, pour pouvoir conclure sur ce tableau, ce tableau est profondément intéressant parce qu'en fait, c'est une abstraction sans être une abstraction. C'est-à-dire que cette peinture représente quelque chose et n'est pas une pure abstraction. L'abstraction n'est pas une fin en soi. Il y a des artistes qui ont fait de l'abstraction une fin en soi. Oui. Olivier Calame, c'est pas le cas. Il utilise l'abstraction pour traduire de la lumière, pour traduire une atmosphère, pour traduire l'émotion du lieu à travers une technique et un regard qui était le langage propre de cet artiste, c'est-à-dire tout en rondeur, tout en couleur et tout en contraste entre ombre et lumière. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, Romane. C'était une super description du tableau et en fait, je me sens toute apaisée en le regardant et en t'ayant écouté, et on a l'impression qu'on va pouvoir rentrer en fait dans le tableau. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas de second plan, mais c'est un jeu de lumière, et en fait ce jeu de lumière, on a envie, je vais utiliser une métaphore pour que tout le monde comprenne facilement, parce que je suppose que tout le monde a vu Narnia. Quand on passe par l'armoire et qu'on arrive dans un monde différent, là, c'est ce que je ressens. Je me dis: «Bah, tiens, si je passe entre ce rond-là ou cette arabesque-là, je vois la lumière et je vais peut-être pouvoir rentrer dans un autre monde», et on voit comme des racines encore derrière. On a l'impression effectivement d'être et dans une forêt et en même temps, entre les racines des arbres. Il y a quelque chose qui est assez ancré, et en même temps, on est en plein dans l'imaginaire. Et comme tu disais, en fait, c'est la description de l'abstraction qui finalement n'en est pas totalement une. Et voilà, non, c'est une très belle expérience. C'est vrai, je trouve que le terme expérience est adéquat. Ouais, C'est vraiment donc faire vraiment, l'expérience d'un lieu, en fait. Même pour les personnes qui ne connaissent pas les forêts franc-comtoises, faut c'est y faire aller, hein. l'expérience d'un lieu, bien sûr, c'est Allez, faire la l'expérience d'un lieu complètement inouï, quoi, d'une pure matière. C'est très beau. Donc effectivement, là aussi, si on peut, chers éditeurs, nous mettrons sur vidéo les quelques images que nous avons, ou alors en post à côté.
À vous de voir. Alors du coup, je sais pas si, moi je proposerais bien à nos auditeurs, pour ceux qui iront à Audincourt, qui iront visiter, l'exposition, nous fassent des petites photos, nous fassent des petits retours ou un petit message et puis on pourra reposter ensuite si vous le souhaitez, si vous mettez ça en story ou alors en public ou en DM, et puis si vous nous accordez de publier ensuite vos retours, bah, voilà, je pense que ça serait avec plaisir. Voilà et alors on rappelle que l'exposition Du 19 au oui 25 merci, mai je cherchais le 2022, de 14h à 18h, tous les jours. et est-ce qu'il y a des médiateurs et des médiatrices sur place pour pouvoir, parler avec, les visiteurs des tableaux ou pas? Pas de médiateur, pas de médiatrice, mais en revanche, je tiens à signaler une conférence qui sera tenue par Jean-Pierre Calame le 20 mai à 20h, Espace Gandhi, donc sur le lieu de l'exposition. Ce sera une conférence d'1 heure qui fera un retour critique sur la carrière d'Olivier Calame, donc son parcours de la figuration à l'abstraction. Un des axes critiques choisis aussi est la peinture régionale franc-comtoise. Oui, bien Donc sûr. voilà, je pense que ce sera une conférence intéressante et pertinente. Donc on rappelle, cette conférence a lieu le 20 mai à 20h par Jean-Pierre Calame. Oui, effectivement, c'est toujours le même nom de famille. Alors si vous avez remarqué, c'est que vous nous avez écoutés jusque-là et que vous avez bien suivi. C'est très bien. Parfait et on vous laisse C'est deviner une qui c'était entreprise d'abord. familiale. Et alors du coup, petite question, qui a monté l'exposition? Est-ce que c'est la famille Calame? Est-ce que c'est la ville d'Audincourt qui a demandé une participation, de la collection de la famille ou est-ce que tu sais ce détail? Alors oui, c'est une exposition qui est proposée par la paroisse protestante d'Audincourt, associée à Jean-Pierre Calame. Et il y a aussi une association au service animation du patrimoine de PMA. D'accord. Très Donc bien. Pays de Montbéliard Agglomération, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme. Oui, c'est vrai qu'on peut, on peut développer. J'avais une autre question. Les œuvres qui sont présentées, du coup, tiennent toutes à la famille? Elles sont toutes d'une collection, privée ou alors il y en a qui sont de collections publiques qui appartiennent à la ville ou Alors au niveau du fond, la majorité du fond, en fait, c'est très intéressant de poser cette question de où sont les œuvres, à qui appartiennent-elles, parce que ça pose des enjeux de conservation. Aujourd'hui, mon père, Jean-Pierre Calame, essaie de revaloriser ce fonds, notamment en faisant des acquisitions d'œuvres. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres qui appartiennent à la famille Calame. Il y a d'autres œuvres qui sont dans des lieux privés, mais ça, c'est pas évident d'en avoir une trace. En effet. Surtout à l'époque où le digital n'existait pas. Et là, ce sont surtout effectivement des inventaires qui sont sur papier. Oui, ou qui ne sont pas inventoriés. Enfin, je veux dire, ça pose de vraies questions de conservation. Et après, donc, il y a toute une partie du patrimoine qui est public. C'est le cas pour les vitraux, c'est le cas pour certaines fresques et certaines mosaïques. Il y a aussi un patrimoine public notable, on va dire, qui est un patrimoine que tu connais d'ailleurs, qui est la grille en fer forgé du château de Montbéliard. Oui. Oui, je me souviens Donc de cette grille-là. réalisé par Olivier Calame et Jean-Pierre Calame, mais je crois sur un dessin de Messager, à reconfirmer. On demandera De Jean confirmation. Messager. Aussi un personnage très important et très connu. D'accord et ben merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que toi, Chloé, tu seras sur place? Non, tu restes à Bologne, toi? Moi, malheureusement, Ouais. je devrais suivre l'exposition à distance parce que je ne peux pas quitter Bologne pour l'instant, mais Et c'est tout à fait j'y compréhensible. serai avec le cœur. Très bien et alors à partir du lien Instagram, enfin du moins du compte, pardon, Instagram Exposition Olivier Calame, on pourra voir des petits détails des salles, par exemple, une petite vidéo ou une petite photo, comme ça, repartagée ensuite?
J'espère, Ouais, à reconfirmer. ça marche. Très bien. Bon, et ben Merci. Chloé, je te remercie vraiment beaucoup pour ton aide, pour toutes les explications que tu nous as données. On partagera quelques tableaux et puis surtout, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez surtout pas à aller sur ce compte Instagram où vous allez avoir les différents tableaux et peut-être qu'après nous avoir écoutés, vous allez retrouver certains tableaux ensuite sur ce compte et vous vous direz: «Ah mais oui, mais c'est celui-là, je le savais». Vous allez retrouver notre chère forêt franc-comtoise et puis on vous laisse nous faire un retour. Alors on rappelle les dates de l'exposition. Chloé, vas-y à Du toi. 19 mai au 25 mai, tous les Ok. jours de 14h à 18h, espace Gondi, Audincourt, et l'entrée est gratuite. C'est en effet important parce que l'entrée est gratuite, que ce soit pour les adultes, les enfants, et ça permet de découvrir des superbes expositions et des œuvres du pays comtois. Nous vous souhaitons donc une bonne journée ou une bonne fin de journée ou une bonne nuit, tout dépend de quand vous écoutez ce podcast. À bientôt!